l'autre, c'est exactement ce qui est le plus important sur cette terre. Autrement dit, et tous les témoignages vont dans cette même direction, on n'est rien sans l'autre, et l'autre ne nous apporte en fait ce qu'on attend de lui qu'à travers le sonore et le physique évidemment, mais le visuel, certes, est un médium extrêmement important, mais c'est surtout le verbe qui est l'élément premier en fait de notre relation à l'autre. Et quand je dis verbe, je dis également musique. Et alors j'en viens sur un autre thème qui me paraît essentiel, c'est cette idée de mettre la musique, non pas dans une case qui est une case, je dirais, culture uniquement, mais aussi une case sociétale. Alors, on parle beaucoup de culture aujourd'hui, et je pense que c'est durant ce Covid, c'est intéressant de s'apercevoir que tout le monde dit le scandale, la culture n'est pas est essentielle. Ben oui, bien sûr qu'elle est essentielle, mais c'est peut-être parce qu'on a mis la culture dans une case culture que justement, elle devient peut-être moins essentielle. Autrement dit, la société a besoin, c'est évident, de la culture, mais la culture devrait être un peu moins culture quelquefois et un peu plus sociétale. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour la musique. La musique n'a rien à faire avec le podium, si je puis dire. Il faut arrêter ces podiums. Il faut arrêter de mettre celui qui joue en situation de concertiste systématiquement. Il faut arrêter de vouloir que l'enfant qui joue de la musique, qui s'exprime musicalement, devienne un excellent musicien. Il faut arrêter, il faut que les conservatoires arrêtent de vouloir construire des super musiciens dans leur conservatoire. Il faut que l'enfant qui rentre dans un conservatoire se fasse plaisir d'abord et avant tout, et que tant mieux s'il abandonne effectivement, il ne désire pas devenir musicien, mais qui continue à jouer d'un instrument de musique et qui n'arrête pas surtout son instrument de musique lorsqu'il pénètre dans le monde du travail. C'est ça le souci essentiel de notre éducation d'aujourd'hui, de demain. C'est d'arriver en fait à faire que précisément la musique soit jouée, exprimée et pas qu'entendue. Et du coup, on aura à ce moment-là, si on a cette approche intelligente, on aura à tous les coups la possibilité d'avoir le vocabulaire et de continuer justement à analyser ce qui nous arrive et la référence aussi dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes très loin de tout cela, très très loin de tout cela. Alors, vous voyez, cette année, on a décidé, dans le cadre de la Semaine du Son, de lancer l'orchestre, de relancer des orchestres d'adultes. Il y en a beaucoup qui existent aujourd'hui, mais on aimerait que ce soit encore plus fort et on aimerait que les maires de France puissent ouvrir leurs portes également à des orchestres d'amateurs, d'adultes, de manière à ce que l'adulte devienne lui aussi un référent pour l'enfant. Et je le dis vraiment, je pense qu'il y a une erreur à vouloir absolument que l'enfant fasse de la musique si l'adulte n'en fait pas. Tout ça est très con. On ne peut pas demander à des enfants de faire différemment de ce que les adultes font. Si l'adulte n'est pas musicien, pourquoi l'enfant le serait-il finalement? Voilà, c'est une question qu'on doit se poser. Autrement dit, si les parents ne sont pas musiciens, évidemment, c'est un handicap fort pour que l'enfant le soit. Donc, il faudra qu'il ait d'autres références autour de lui pour qu'effectivement, il aille à la musique. Et c'est ça la notion de référence. Et cette notion de référence, il ne faudrait pas la perdre. Donc, il faudrait aujourd'hui que nous soyons plus capables, comme le font les Américains, comme le font les Anglo-Saxons de manière générale, à jouer ensemble, naturellement, je dirais, converser naturellement par la musique. Encore une fois, mettre un lien entre la dimension sociétale et la dimension culturelle. C'est vraiment une notion extrêmement importante, cela. Et donc, on a lancé ça avec Jean-Claude Casatsu, qui est d'accord sur ce projet. On a de très nombreux
Jean-Louis Vicard, qui était à la tête de l'auditorium des pratiques amateurs. Donc, on a Didier Lecout, qui avait été effectivement un des précurseurs sur ce terrain-là, grâce à l'improvisation musicale. Autrement dit, on a un certain nombre évidemment de partenaires. On en parlait avec Ibrahim Maalouf l'autre jour, qui va aussi nous aider cette année à lancer ce mouvement. Je crois qu'il est important, plus que jamais, de placer la musique dans une situation quotidienne, je dirais, et non pas uniquement de concerts organisés à certains moments, etc. C'est en cela qu'il y a beaucoup à faire. Je suis tout à fait d'accord, cette dimension sociétale, oui, plus que culture. Je me souviens avoir entendu Casatu dire que il n'y avait pas de délinquance dans les écoles de musique, Mm. c'est quelque chose de très, bien sûr, oui, de fondamental et que la pratique amateur pourrait beaucoup aider à ce niveau-là. Ben, tout simplement, la musique est un moyen de rencontre. C'est d'abord et avant tout, la musique est d'abord et avant tout, je dirais, un lieu de rencontre. On devrait toujours se poser cette question. Qu'est-ce que c'est que la musique? À quoi ça sert finalement? Qu'est-ce que ça veut dire que de jouer d'un instrument de musique? Et qu'est-ce que ça signifie que d'en écouter finalement? Eh bien, la musique, c'est la relation à l'autre. Alors, directement ou indirectement, quand on écoute de la musique et qu'on a eu la chance de connaître euh, des situations concertantes dans des salles de musique, dans des auditoriums, dans des, euh, dans des dans des auditoriums, oui, adaptés, je dirais, en fait, dans les salles de concert. Et bien, à ce moment-là, même si on n'y est pas, on se replace dans le contexte en permanence. Hein. Donc, quand on écoute un orchestre, on se remet dans la situation, parce que, et on revoit ces gens en train de s'exprimer musicalement. Euh, c'est ça, la musique. C'est cette relation à l'autre. C'est d'abord, en fait, un outil affectif, hein, finalement. C'est que de l'affection, finalement, la musique. C'est qu'une rencontre vers l'autre et aussi, donc, vers soi-même. Hein. C'est-à-dire, si on va retrouver l'autre, on va se retrouver soi-même. Donc, on va se faire du bien. Hein. La musique, quand elle est désirée, quand elle correspond à nos aspirations, à nos goûts, eh bien, c'est la rencontre de l'autre et la rencontre de soi-même. Donc, du coup, on est dans cette reliance qui est fondamentale et qui est de toute façon indispensable. Mais encore faut-il quand même qu'elle soit maîtrisée. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il faut que cette musique, évidemment, ait toute la plénitude dont elle peut disposer pour pouvoir nous toucher au plus profond de notre esprit et notre perception. Ça, c'est très important et qu'on l'utilise au mieux de ses capacités. Hein. Mais la musique, c'est d'abord ça. Je trouve que c'est intéressant que, comment dire, ça puisse aussi être un, pour des gens qui auront du mal à parler, moi-même, je me remets à cette époque où j'étais à Londres et parce que je jouais du piano, même s'il y avait une petite barrière de la langue, disons, trouver un job en étant musicien, et justement parce qu'on ne parle pas, c'est très bien. Et ça me fait penser aussi au projet de Barenboim, finalement, et Ibrahim Malouf en parlait aussi, voilà, des gens qui ne seraient pas autrement amenés à parler ensemble peuvent, par la musique, créer ensemble oui, créer ce lien social. Et, Ibrahim Malouf en parle très bien dans l'interview que je lui ai donnée qui se trouve sur la semaine du son. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'écouter. Ce qu'il dit, ça dure 20 minutes. Hein, il faut aller sur le site et l'écouter. Il est très pertinent. Je trouve très pertinent. Je crois qu'il a compris beaucoup de choses, Ibrahim, sur le rôle de la musique, justement, aujourd'hui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que ça fonctionne si bien et qu'il est apprécié dans toutes
dans toutes ses dimensions, si je puis dire. Mais il sait vraiment en parler. Il me disait également dans cette interview qu'il utilise beaucoup de sons naturels aussi. Dans beaucoup de ses compositions, il y a des sons naturels qu'il intègre dans sa musique. Donc, il ne fait pas le distinguo entre la musique structurée, je dirais tonale ou atonale, peu importe, et les bruits quotidiens de notre environnement qui peuvent être à la John Cage, mais bien d'autres, je veux dire, peuvent être intégrés directement dans la musique. Je trouve l'approche intéressante aussi parce que du coup, la musique devient aussi le lien avec la quotidienneté aussi. Alors du coup, voilà la dimension sociétale dont on parlait tout à l'heure aussi. Autrement dit, le rôle plus que sociétal de la musique consiste à nous remettre dans notre univers quotidien. C'est un point tout à fait essentiel et Jean-Claude Risset en était parfaitement conscient de ça. Il y avait peut-être une thématique, celle de l'éducation. J'aurais voulu, parce que j'ai moi-même, disons, réalisé un peu ça et j'essaie beaucoup d'en parler à l'éducation musicale. C'était à cette conférence il y a 2 ans à ICMC, International Computer Music Conference à New York, où j'ai vu que tous les profs j'allais dire de musique, mais plutôt d'art sonore, tous les profs d'électroacoustique s'emparent énormément du son et pour en fait captiver l'attention des étudiants, ne serait-ce que pour des enfants, leur faire des petits robots qui font des bruits, ou des ingénieurs pour leur faire comprendre ce que le traitement de signal, l'informatique, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, qui seraient sûrement très difficiles, qui demandent beaucoup de concentration, deviennent amusantes avec le son, avec oui, la musique électroacoustique ou ces choses-là. Est-ce que ça fait partie des... C'est pas dans les innombrables actions de la Semaine du son, est-ce qu'il y a des choses qui se rapportent un peu à ça ou... Oui, oui, ben je pense que c'est l'éveil musical, donc tout simplement à travers des sonorités qui nous sont proches. Il y a de nombreux compositeurs qui se sont intéressés. Mais ça, en fait, c'est savoir écouter, tout simplement. Ça revient, c'est le, c'est le lait que l'on chauffe dans une casserole et qui se met à bouillir. Et le son du lait qui bout dans une casserole, eh bien, c'est un son bien particulier qui n'est pas celui d'un autre. Et à partir du moment où on commence à s'attarder justement sur ces sonorités, on se construit l'oreille. C'est en cela que, évidemment, que le travail doit être fait et encouragé en tout cas. Et donc tous les jeux qui sont réalisés dans les maternelles également d'écoute, liés au chuchotement. Qu'est-ce que c'est qu'un son chuchoté? Qu'est-ce que c'est qu'un son crié? Qu'est-ce que c'est qu'un décibel aussi, hein? On pourrait aussi assez rapidement se donner la description de ce que c'est qu'un décibel à travers... moi, je l'ai en moi, hein, autrement vous dire, nous sommes instruments de musique, hein, mais nous sommes également, je sais que lorsque je vous parle à 40, à 60, là en ce moment, je vous parle à 60 décibels, mais on pourrait aussi dire à l'enfant, tiens, écoute un son à 40 décibels, une voix chuchotée par exemple, la chuchote à 40 décibels, oui, 40 décibels, c'est une voix chuchotée. Bon, alors vous voyez, alors le drame, c'est que précisément quand je vous chuchote à 40 décibels, le système qui est le nôtre, qui nous permet d'être en relation en ce moment par visioconférence, remonte le niveau, en fait, pour que, en fait, le chuchotement de 40 décibels vous arrive au même niveau que le niveau de 60 décibels qui est mis en ce moment. Donc, encore une fois, si je vous parle à 60 décibels tranquillement maintenant, et si je chuchote à 40 décibels, eh bien, vous allez percevoir que le niveau est le même. Tout simplement, alors que ici j'ai chuté de 40 décibels, de 20 décibels, de 60 à 40, et chez vous, c'est resté quasiment de la même manière.
reste au même niveau. C'est ça la compression, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et donc, il faut pas que les enfants, justement, le désapprentissage consiste aujourd'hui consisterait aujourd'hui à ne converser qu'à travers ces systèmes de visioconférence ou de télétravail. Et à ce moment-là, on pourrait perdre nos références qui sont celles justement du chuchotement. Hein. Donc, bien évidemment, pour reprendre votre question, encore une fois, bien sûr qu'on se doit, on va le faire avec les écoles associées d'ailleurs aussi, on va effectivement valoriser en tout cas ces écoutes sur des objets sonores élémentaires qui sont le démarrage de la vie finalement, hein, le démarrage de la vie, le démarrage de la vie sonore, hein, avant la musique, hein, avant la musique structurée comme on dit. Et à ce stade-là, j'ai envie de dire une chose importante quand on parle de démarrage. N'oublions pas quand même que la vie démarre par le sonore. Autrement dit, on écoute d'abord et on ouvre les yeux après sur le monde et qu'elle se termine aussi par le sonore. Autrement dit, le dernier organe à quitter cette planète, c'est justement le sonore. Autrement dit, on ferme les yeux avant même de fermer l'ouïe. Autrement dit, donc on est encadré par le sonore. Hein. Donc, il est tout à fait naturel que l'on revienne sur cette notion élémentaire qui est celle de l'écoute et qu'on la travaille un peu plus. Et j'ose dire aussi que le sonore n'appartient qu'à cet espace aussi, qui est celui de notre planète Terre. Hein. Autrement dit, on peut partir sur d'autres planètes, on aura toujours une vision sur le monde au sens large du terme, mais on n'aura plus le son. C'est intéressant. Donc, il y a effectivement, à travers le son et par conséquent la musique, hein, là aussi, une preuve indéniable du rapport qu'il y a avec l'homme. L'homme est musique, d'abord. Hein. Donc, et la musicothérapie, la musicothérapie le prouve, la sonothérapie, enfin tout ce qui touche en fait au rapport qu'on a avec la musique est assez étonnant parce que l'homme est musique. Donc c'est même pas une question qu'on va se poser, on est dans la musique et bien évidemment on y reste jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Moi, j'allais rebondir sur toujours cette histoire de ce niveau qui remonte et qui redescend en décibels pour dès qu'on essaye un petit peu de faire un montage électroacoustique, on se rend compte de ça, ou bien où ça sature, ou on n'entend rien du tout. Donc, fatalement, on est obligé de mettre des compresseurs partout. Donc, on voit, on voit que c'est une vraie difficulté, mais en même temps, il y aurait sûrement des moyens de savoir faire ça mieux. Mais Oui, non, ben, c'est très simple. Alors, du coup, oui, alors ça ne s'improvise pas, ça. Je veux dire, la notion de. C'est un métier, hein, je veux dire, il y a des ingénieurs du son, il y a des formations. Moi, je continue à donner des cours à Cuba, ailleurs. Bon, la notion du sonore est une notion qui ne s'improvise pas. Il faut apprendre à maîtriser le son, et quand on est musicien, ben, il faut aussi maîtriser son instrument, mais pas que. D'ailleurs, c'est un problème essentiel, d'ailleurs, je trouve, dans toute l'éducation aujourd'hui des musiciens. Pour avoir passé quand même 5 ans au Conservatoire de Paris, je vous assure que j'étais époustouflé, moi, de m'apercevoir à quel point le musicien était ignorant de l'acoustique, de, de ce que la manière avec laquelle son instrument de musique devenait réalité à travers justement le lieu dans lequel il se trouvait. Autrement dit, le musicien est souvent aujourd'hui malheureusement qu'un technicien. Donc technicien et en même temps évidemment homme de l'art évidemment, mais le fait de mieux maîtriser l'acoustique, donc la manière avec laquelle le son se propage dans l'espace, lui permettrait d'être encore plus
en relation avec l'autre. Autrement dit, c'est une notion importante. On ne joue pas n'importe quoi, n'importe comment, et n'importe où surtout. Donc, oui, il y a beaucoup à dire là-dessus aussi, sur cette notion, sur ce médium qui est celui de l'acoustique. Mais la notion de niveau sonore dont vous parliez est une notion très importante. L'autre jour, j'écoutais à la campagne, on a la chance de garder encore quelques lecteurs de vinyle, et j'ai quelques vinyles encore en stock. Et j'écoutais une symphonie de Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, et la dynamique sonore était impressionnante, quoi, je veux dire. Et j'ai redécouvert du coup cette orchestration et cette interprétation et cette œuvre à travers justement cette grande différence de niveau, mais qui fait toute la richesse finalement de l'œuvre. Si vous prenez tout ça, que vous le mettez effectivement dans un mouchoir de poche de compression, si vous compressez tout ça, ce n'est plus la symphonie du Nouveau Monde, n'est plus ce qu'elle devrait être. Et c'est vrai pour le boléro de Ravel, c'est vrai pour... Enfin, donc la maîtrise. Alors par contre, on apprend, quand on est ingénieur du son et qu'on est bon ingénieur du son, on apprend à maîtriser lors d'une prise de son, en fait, un orchestre qui aurait une trop grande dynamique sonore, qui est celle d'une salle de concert. Une salle de concert, elle vous offre en fait une dynamique sonore de 60 décibels, c'est-à-dire que vous démarrez d'un niveau de bruit de fond, bruit résiduel, je dirais, de l'ordre de 30 décibels, donc qui est vraiment très très bas, donc en dessous de la voix chuchotée, et vous allez monter jusqu'à 100 décibels, qui est une voix hurlée. Donc entre 100 et vous allez, on fait le début du boléro, par exemple, il démarre à 40 décibels. Donc, ça veut dire que vous avez en fait exactement 60 décibels et vous finissez à peu près, peut-être pas le boléro de Ravel, mais la symphonie fantastique de Berlioz, elle se termine à 100 dB à l'emplacement de l'orchestre. Donc, entre 40 décibels et 100 décibels, vous avez exactement une dynamique sonore de 60 décibels, qui est énorme. Dans un appartement, il est clair que si vous voulez reconstruire, réécouter un orchestre qui irait de 40 à 100 dB, à 40 décibels, vous n'entendez rien quasiment parce que vous avez le bruit de fond de la ville, de la circulation, etc. Et à 100 dB, vous saturez la pièce et vous ennuyez les voisins surtout. Donc en fait, lorsqu'on est ingénieur du son, on nous apprend et on apprend à réduire naturellement, en jouant correctement sur les faders, on nous apprend à réduire ces dynamiques sonores de manière à ce qu'elles passent de 60 à 30 dB. Et 30 dB, c'est bien, ça permet de partir de 50 pour aller à 70, 80, quoi, finalement de 50 à 80. Donc on va finalement tasser, réduire, compresser, si vous voulez, mais intelligemment. Autrement dit, de manière à faire rentrer justement cet orchestre dans votre salon. Mais pas avec 3 décibels ou 2 décibels de dynamique sonore. Non, il en faut au moins 25 à 30, de manière à sentir les petites différences. Dans le boléro de Ravel, vous avez quand même vous savez, il y a une technique très simple quand on fait un enregistrement du boléro, c'est de laisser toujours partir les segments en fait, du boléro. Et à chaque fois que vous avez effectivement une reprise, vous avez en fait un petit cran de plus en niveau. Eh bien, on laisse passer ce cran qui fait 3 ou 4 décibels ou 5, et ensuite, au fader, on redescend tout doucement, en fait, sans que la personne s'en aperçoive, et hop, on laisse repartir au créneau suivant, effectivement, donc la remontée. Donc, en fait, on laisse à l'auditeur cette sensation très agréable d'avoir une différence de niveau à chacune des reprises du boléro. Et c'est comme cela qu'on peut tromper, d'une certaine manière, évidemment, l'auditeur, mais intelligemment, autrement dit, on lui donne toujours cette impression de participer à quelque chose d'évolutif.
J'imagine que pardon, la musique symphonique, c'est par excellence le domaine où on peut avoir ces pianissimo, rien, absolument rien, jusqu'au grand forté, ce qu'on a peut-être moins dans la musique de chambre ou d'autres choses. C'est Oui, donc oui, pas que. Donc, les sûrement. quatuors, tous les quatuors à cordes, Beethoven, etc. Non, on a ça partout. Non, non, on a non, 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 on a des grandes variations dans tous les quatuors de Beethoven, par exemple, qui sont magnifiques. On a cette grande modulation. Euh, la jeune fille, la mort. Enfin, je veux dire, il y a là des choses extrêmement douces et qui d'un seul coup bondissent. La musique, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Elle est sur ces aspects surprenants, ces attaques qui vous surprennent, ou bien ces adagios qui vous mettent en situation de plénitude. Enfin, tout est dans le rythme, évidemment, et dans la nuance. Donc, rythme et nuance alternés. J'ai écouté l'autre jour, j'ai pris conscience l'autre jour en écoutant une structure ternaire, de l'importance du ternaire également. Par rapport au binaire. On a aujourd'hui une musique terriblement binaire. Tous les jours, effectivement, on entend du binaire. Et d'un seul coup, on a du ternaire. Et ce ternaire, je me suis aperçu d'un seul coup que ce ternaire me faisait du bien. Vous voyez, une espèce de relaxation par le rythme euh, à trois temps, qui d'un seul coup, effectivement, me met en situation de relaxation. C'est ça la musique aussi. Mais c'est vrai qu'on est aussi non seulement inondé par une compression permanente, mais par un binaire systématique. On a très peu de ternaire. Vous allez le remarquer dans la musique actuelle, il n'y a plus grand-chose qui ressemble. C'est comme ça, on a l'impression que ça fait partie d'une époque passée, le ternaire. Pourquoi? Parce que c'est pourtant très très beau. Mais voilà, pour dire que voilà, il y a dans la musique toute cette forme d'expression. Et quand je vous parle de musique, vous voyez, je vous en parle avec des mots qui ne sont pas des mots de musiciens. Je vous en parle surtout avec des mots qui sont liés à la sensibilité et aussi à une vision qui se voudrait quasiment objective finalement. Un trois temps, c'est pas un deux temps. Quand on parle de dynamique, eh ben, on parle de choses très objectives. Hein. Quand on parle d'attaque, on sait de quoi on parle. Quand on parle de rythme, quand on parle de timbre, on sait bien comment effectivement se, se, se conduit et évolue le timbre. Euh, le timbre nous accompagne.